membre du CA de l'UDES en 1960. La parole à Abdoulaye Bathily, donc il m'a corrigé, c'est lui qui a succédé à Maïdiak à la tête de l'UDES en 68. Merci beaucoup. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je vais dire ce que je vais dire. Quand je regarde tout autour de cette table et aussi dans la salle, il y a beaucoup de feux qui me rappellent beaucoup d'événements dans ma vie personnelle et malgré les différences de trajectoire, c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on revoit les amis parce que ces événements que nous avons vécus intensément ont aussi tissé des liens, des sentiments très forts parce que c'est devant le danger, dans l'épreuve, que se nouent en général les amitiés et les liens les forts entre les individus et les acteurs. Quand je regarde le doyen Boubacar Sorna ou bien Limpiao qui est à côté de lui, Limpiao Lo du syndicat de fédération des banques, véritablement, et celui que j'appelle ici le Pangolard, Birahim Diagne, il vient d'arriver. Mbadiak en a fait allusion tout à l'heure, qui a été président de l'UED juste avant Samba Baldé, était vice-président aux relations extérieures de l'UDES dans le comité exécutif. Et à la fin de 68, il avait terminé ses études, il est allé comme inspecteur des chemins de fer et ensuite il est devenu homme d'affaires, secrétaire régional du GES, du groupement économique du Sénégal. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que les commémorations ont ceci d'important que, premièrement, elles permettent à un certain nombre de personnes de se rencontrer et ravivent des émotions, mais aussi elles permettent ces commémorations de se projeter dans l'avenir à partir de toute une trajectoire. Et en cela, de mon point de vue, les événements, je ne vais pas y revenir. Mbadiak les a évoqués de manière très claire. Et moi-même, en 89, avec ma chambre d'historien, je me suis dit, anticiper à ces événements de très près. Il y a quelque chose à faire pour les nouvelles générations. Il fallait que je fasse un témoignage et j'ai pris ma plume d'historien pour écrire ce que j'ai intitulé Mai 68 à Dakar, la révolte universitaire et la démocratie, qui est usé maintenant, que je suis en train de reprendre pour le publier. Mais chaque fois que je le faisais depuis en fait 92, pour la première parution, les événements ne m'ont pas permis de me concentrer pour le faire. Alors, donc je crois que ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est effectivement de continuer à collecter des informations importantes, des faits qui peuvent davantage asseoir notre connaissance de cet événement. Parce que lorsqu'on voit ceux qui se sont réunis ici aujourd'hui, on voit très nettement que c'est un événement majeur de la vie de notre pays. Un événement majeur de l'histoire contemporaine de notre pays. Ça, c'est incontestable. Ceux qui aiment les 68 heures ou ne les aiment pas, mais 68 a été un jalon important de notre histoire politique. Comme on dit, on peut ne pas aimer l'éléphant, mais quand même dire qu'il n'est pas gros, c'est quand même gros. Hein. C'est quand même gros. En écrivant mon ouvrage sur mai 68, je me suis appuyé évidemment sur les témoignages des amis qui sont là, les Moussakan, les Mbaïdiak, les Makhtardiak, le diable boiteux, comme l'appelait Moustapha Niasse à l'époque, chaque fois qu'on avait des débats politiques. Mais aussi d'autres acteurs de l'autre côté de la barrière. Comme le général Jean-Alfred Diallo, auquel il a été fait référence. Je voudrais vraiment lui rendre hommage. Parce que j'ai eu des séances avec lui pour l'interroger réellement, parce qu'il était au cœur, comme on l'a dit, de ces événements. En tant que non seulement chef d'état-major général des armées, mais directeur de la gendarmerie et de la justice militaire. Et c'est lui qui nous a sauvés coup d'État, comme Ousmane Camara l'a rappelé tout à l'heure.
à l'occasion justement des événements à la veille du 23 juin 2011, j'avais cité cette fameuse lettre qu'il avait écrite à Senghor, à lui intimant pratiquement l'ordre de renvoyer des ministres incapables au gouvernement, en lui imposant de fait une série de réformes qu'il a mis le papier. Et Senghor, je me suis rendu compte que toutes les mesures prises par Senghor au lendemain des événements, pratiquement c'était sous la dictée de l'état-major général représenté par Jean-Alfred Diallo. C'est un moment important. On parle du rôle de Senghor dans notre démocratie, etc., etc., mais en réalité, il faut aussi rendre hommage à cet acteur majeur. Il y a toute une légende qui a été tissée autour de Senghor qu'il faut de plus revoir, qui ne compare pas tout à fait à la réalité. De là, que ce soit le rôle de Ibrahim Seydou Ndaw et les événements de 68. Donc, grâce à lui, j'ai collecté toute une série d'informations qui ont permis peut-être d'élargir, mais il y a déjà beaucoup de qui se font sur mai 68. Historiens, de politologues plutôt, il y a nos étudiants, qui assistants à la faculté de lettres, des départements d'histoire, travaillent sur mai 68 et qui a arrêté depuis lors des informations extrêmement importantes, peut-être qu'il viendra parler ici. Comme quoi, peut-être que du point de vue sénégalais, ce mouvement a été négligé, mais dans la réalité, c'est un mouvement qui intéressait le monde entier, compte tenu de ses conséquences sur l'ensemble, non seulement du précaré francophone, mais aussi au-delà. Ce que j'ai essayé de montrer dans ce travail, c'est, au fond, mai 68 n'est pas venu comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. En fait, Mbaye l'a dit tout à l'heure, c'est un mouvement qui a été préparé par toute une série de transformations et de phénomènes qui précédaient. Pour les observateurs immédiats, le doyen Ousmane Camara le disait tout à l'heure, Senghor a été surpris, c'est vrai. Même nous, les étudiants, nous avons été surpris de l'ampleur du mouvement. Il faut le dire au départ. Vous vous rappelez, Moussa, Mbaye Diack, Makhtar, quand nous avons organisé en avril le séminaire sur la situation économique et sociale du Sénégal, non, en février, je crois, février, un séminaire du mouvement étudiant de l'UDES sur la situation économique sociale du Sénégal à la veille de la masse électorale de février 68. C'était pour amener les étudiants à prendre conscience, mobiliser. Nous avons invité les sénistes, nous avons invité les représentants des mouvements de libération nationale qui étaient. Et notre surprise a été grande. Il y avait moins de gens dans la salle que d'invités. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Ces étudiants-là sont inconscients. Il y en a qui allaient, il y avait un de football, je ne sais pas quoi, il y en a qui étaient allés au tennis, il y en a, et ceux qui habitaient le pavillon C à l'époque, on disait que c'était vraiment le pavillon des sortes de... Hein? Et on était surpris. Mais quelle a été la situation un mois après? À partir de le 25 mars déjà, où les étudiants sont allés dans les piquets de grève. Et évidemment, tout après. Donc, ça a été apparemment un mouvement qui était spontané, mais qui comportait déjà un certain nombre d'ingrédients qui pouvaient faire comprendre que les nuages s'amoncelaient à l'horizon. Il y avait le malaise paysan, parce que depuis 1926, le Sénégal était obligé par la CE d'aligner le prix de l'arachide sur le prix international. La France avait décidé de ne plus soutenir que de ses accords au niveau de la CE, et le prix de l'arachide a chuté au niveau du cœur. Et ça a créé ce qu'on appelle le malaise paysan, où on est les paysans dans les sécos, on les saupoudrait de DTT. À l'époque, il y avait eu beaucoup des étudiants syndicalistes, comment il s'appelle, Cham, ministre du développement rural, à l'époque. Ça, c'est un élément, un ingrédient qui devait
amené à cette situation-là. Et quand l'arachide ne va pas au Sénégal, tout le monde sait que le reste ne marche pas. Parce que les huiles étaient en difficulté, l'industrie donc, donc les revenus paysans. Mais ce n'était pas ça seulement. Je vais aller vite. Mais il y a les fondements économiques aussi. Le Sénégal a été complètement colonisé par le capital. Charles-Henri Louis Galenka, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar, faisait la pluie et le vent. Les Sénégalais ne pouvaient pas importer, ils ne pouvaient pas exporter. C'était les petits commerçants, les traitants issus de la colonisation. Et un des éléments décisifs aussi de ce secteur de notre vie sociale qui est entré dans, c'est l'UNIGES, l'Union des groupements économiques du Sénégal, dans son fameux réquisitoire en 68, son premier congrès tenu là où se trouve aujourd'hui le mausolée de Sédou Nourou, qui était la maison des jeunes et de la culture. C'était un réquisitoire contre la politique économique Senghor, où on disait les Sénégalais s'appauvrissent chaque jour et les Français s'enrichissent chaque jour. Donc les Sénégalais étaient écartés de tous les rouages de l'économie nationale. C'était un fait de mécontentement. Évidemment, la vie politique, qui était sous la chape de plomb d'un seul parti, avec une seule radio, Radio Dakar, un seul jour, Dakar matin, le soleil, plus tard. La répression, qui en 66 s'était battue lourdement à la veille du Festival des Arts Nègres, sur les dirigeants pays, qui ont été arrêtés par dizaines, gelés dans les prisons, torturés à l'électricité, avec un fameux commissaire technicien à l'époque, Castorel, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelait. Alors,